Et nous allons conclure sur ce sujet, sur ce bilan de cette présidence et de ces relations entre Chypre et l'Union européenne, avec M. Ioannis Kassoulidis. M. Ioannis Kassoulidis est également, comme le président Vassiliou francophone, ancien ministre, et M. Kassoulidis est actuellement député au Parlement européen et vice-président du groupe PPE au sein du Parlement européen. M. Kassoulidis a fait même ses études en France, et je dirais c'est un exemple vivant des relations entre aussi la France et Chypre, entre Chypre et l'Union européenne. À vous, M. Kassoulidis, la parole pour nous faire la conclusion sur ce séminaire consacré au bilan de Chypre et de l'Union européenne. Monsieur le Président Vassiliou, qui doit nous quitter parce qu'il va Il faut prendre prendre le train pour Londres. Vos Excellences, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je vous demande de veuillez m'excuser de ce retard, mais finalement, il faut excuser la SNCF. Moi, je suis pour rien. Notre train a été bloqué juste à la sortie de Strasbourg et puis il était en retard pendant presque 2 heures. Et enfin, je suis chargé d'aborder la question sur l'avenir de Chypre dans l'Union européenne et sur l'avenir de l'Union avec Chypre. Et j'ai choisi 3 sujets à en parler. J'espère que ça explique ou donne une image de ce que cette question un peu compliquée veut décrire. Et tout premièrement, je vais commencer avec un sujet qui concerne Chypre. À l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation économique où elle se trouve. Il y a un grave problème économique, tout particulièrement de son système bancaire. C'était un système très florissant. Et lors de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne, il était très naturel que les banques chypriotes établissent du travail dans d'autres pays européens, et tout particulièrement en Grèce. C'est normal, la langue est la même, la culture est la même. Donc il y avait 3 banques chypriotes, les deux plus grandes ont réussi en Grèce. Ils ont fait beaucoup de succursales, ils ont travaillé, ils faisaient du profit, et bien sûr, à cause de la situation économique, malheureusement, en Grèce, ils ont commencé à sentir les turbulences qui a suivi au problème qui existe aujourd'hui. Et la 3e banque qui n'a pas réussi en Grèce a été sauvée. C'est pour vous donner comment la situation était compliquée. Bien sûr, après la Chiarkhan, je le connais comme Chiarkhan des bons grecs, la situation était beaucoup plus difficile avec les banques. Les banques chypriotes ont 7 à 8 fois les fonds, 7 à 8 fois le produit national brut chypriote. Donc vous comprenez que quand nos banques ont des problèmes, l'économie chypriote a des problèmes. Et un accord a été conclu très récemment entre le gouvernement chypriote, le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Et ce soir même, l'Eurogroupe est en train d'examiner
et donner sa première évaluation préliminaire sur cet accord. Et j'espère que tout va être décidé avec l'Eurogroupe au mois de janvier. Toutes ou presque toutes les forces politiques à Chypre ont accepté cet accord et le budget, selon les instructions de la Troïka, on l'appelle Troïka, vous connaissez les représentants du FMI et de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne. Alors, le budget va passer, est attendu de passer ce soir par le Parlement chypriote à presque unanimité. Et aussi, 27 lois qui concernent l'application de ce plan, de ce mémorandum qui a été décidé, ont passé aussi par le Parlement, ont été votés par le Parlement chypriote à presque unanimité. Ça dépend maintenant à Chypre à honorer l'accord d'une manière exemplaire, parce que les mots-clés pour sortir de la présente situation économique, c'est la crédibilité. Et je crois que si Chypre applique d'une manière rigoureuse de ce qui a été le contenu de l'accord entre le Troïka et le gouvernement de Chypre, c'est attendu que Chypre doit sortir de la crise financière à partir de 2016. J'y étais récemment à Dublin et j'ai examiné l'exemple de nos amis les Irlandais. Alors, avec un mémorandum seulement, l'Irlande est attendue de sortir de sa crise et de pouvoir avoir accès aux marchés internationaux dès la fin de 2013. Donc si on fait comme les Irlandais, le peuple irlandais a subi la douleur du plan d'austérité, mais en s'y appliquant et sans beaucoup de protestations, je crois qu'ils sont maintenant prêts à réussir à pouvoir sortir de la crise dès la fin de 2013. Donc si Chypre fait pareil, elle pourra sortir de la crise en 2016. Donc voici un exemple qui répond à la question: que fait l'Union européenne pour Chypre? L'Union européenne est appelée et vient au secours économique d'un pays membre comme Chypre, comme elle l'a fait en Grèce, au Portugal, en Irlande. Mais ceci démontre que l'Union européenne est une famille et qui est prête à soutenir ses membres qui ont des problèmes. Maintenant, je vais parler de ce que peut Chypre faire pour l'Union européenne. Et je vais commencer. Tout le monde doit penser à la position géographique de Chypre, à l'est méditerranéen, à proximité des pays arabes et d'Israël, à une position très particulière qui peut faire la valeur ajoutée de la politique extérieure commune de l'Union européenne. Mais avant de continuer là-dessus, permettez-moi de vous dire quelques mots sur la Turquie, parce que la Turquie, bien sûr, est un pays très important, un grand pays, au point de vue géopolitique, au point de vue taille, au point de vue population. Et bien sûr, maintenant est considéré que le pays sur lequel l'Union européenne peut se baser
pour faire appliquer une politique régionale dans la région de l'Est méditerranéen. Mais la Turquie maintenant est un pays qu'on ne peut pas dépendre tout à fait pour faire une telle politique. Bien sûr, elle a ouvert ses frontières en Syrie, elle a joué un rôle là-dedans, mais il y en a des questions parce que la Turquie veut maintenant avoir sa politique extérieure propre, identitaire, en se tournant vers les pays orientaux. Ses relations avec Israël ont maintenant subi des secousses. Le fait que même les projets Nabucco, parce qu'on voulait, l'Union européenne voulait la voie alternative du gaz naturel qui provient de la Russie. Et le grand projet était Nabucco. Nabucco qui va transformer la Turquie en pays de transit à travers laquelle le gaz naturel va passer de la mer de Caspie. Eh bien, vous connaissez que ce projet, qui a eu déjà des difficultés pour trouver le financement, a été partiellement miné par la Turquie, avec l'accord qu'elle a conclu avec Gazprom sur le South Stream et avec l'accord qu'elle a conclu avec ce qu'on appelle le Trans-Anatolian Pipeline avec Azerbaïdjan pour la consommation propre à l'intérieur de la Turquie. Donc, je vous donne des exemples. Il y a un autre exemple. C'est le fait que la Turquie joue un rôle politique, un rôle positif sur la question de la Syrie, mais en même temps, la Turquie soutient uniquement des mouvements islamistes sunnites, ce qui cause des problèmes aux minorités en Syrie et qui est une des choses du retard de la chute du régime Assad. Donc, à mon avis, l'Union européenne doit se baser aussi, comme valeur ajoutée, sur ses membres, sur ses pays membres de la région, Chypre et la Grèce. Deux pays qui connaissent très bien le monde arabe, qui ont eu des relations traditionnelles, de bonnes relations, mais aussi qui ont de bonnes relations avec Israël. C'est mon avis qu'avec le changement de gouvernement en Chypre le mois de mars, Chypre doit ajuster sa politique extérieure pour devenir plus en plus étroitement liée avec la politique extérieure commune de l'Union européenne. Et voilà, je crois aussi que Chypre, qui depuis son adhésion à l'Union européenne, est dans la cause, pas de sa faute, de la paralysie du dialogue entre l'Union européenne et l'OTAN, du dialogue politique, c'est parce que la Turquie empêche ce dialogue en disant que Chypre ne doit pas être présente à ce dialogue du côté de l'Union européenne, bien sûr. Je crois que c'est le devoir de Chypre à ajuster son politique et en ce qui concerne Chypre, en ce qui dépend de Chypre, pouvoir prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles qui existent afin que ce dialogue politique entre l'OTAN et l'Union européenne puisse élier. On ne le fait pas pour faire une faveur à la Turquie, mais on doit le faire pour faire une faveur à l'Union européenne
comme un membre à part entière de l'Union. Le rôle que Chypre peut jouer dans la région a trouvé maintenant une substance tangible. Avant, c'était des bonnes intentions, c'était des bonnes paroles, c'était des bonnes relations de ce genre. Mais maintenant, il y a quelque chose de très tangible qui peut se servir. Ce sont les gisements de gaz naturel qui sont découverts dans l'Est méditerranéen, aussi bien dans la zone économique exclusive de Chypre, mais aussi de l'Égypte et d'Israël. C'est avec l'Égypte que Chypre a commencé tout d'abord à déliner la zone économique exclusive, et puis après c'est continué avec le Liban. Il reste à se faire ratifier parce qu'il y a une différence entre Liban et Israël sur la délimitation de la ligne médiane, et puis avec Israël. Et maintenant, il y en a des pourparlers avancés entre Chypre et Israël parce que les gisements ça s'appelle Léviathan. Léviathan. Avant, il y a Tamar. Tamar va se faire utiliser uniquement pour Israël, pour la consommation à l'intérieur d'Israël, pour les réserves que ce pays semble avoir besoin à ne pas être isolé. Mais de l'autre côté, il y a Léviathan. Il y a des gisements qui sont tout à côté, tout en face de Chypre. Donc si on combine les gisements chypriotes et les gisements israéliens, et en utilisant comme lieu de processus onshore de liquéfaction et de commercialisation à Chypre, je crois que, aussi avec les gisements de l'Égypte et de la région en général, je crois que ceci peut faire une autre voie alternative pour le gaz naturel à arriver en Europe si les projets Nabucco n'aboutit jusqu'à maintenant pas. Il y a aussi d'autres projets énergétiques entre les pays de la région. Il y a eu un accord signé entre la Grèce, Chypre et Israël pour l'immersion d'un câble électrique en utilisant comme source énergétique et matière première le gaz naturel pour vendre de l'électricité de la Grèce aux Balkans et par la suite, pourquoi pas, des Balkans en Europe même. Donc l'avenir géopolitique de Chypre au sein de l'Union européenne doit se voir dans le contexte de sa politique énergétique du futur proche. La volonté de l'Union européenne d'être relevée de la dépendance aussi importante de la Russie pourrait contempler Chypre comme une route alternative. Cet avenir énergétique, pour en finir, m'amène en conclusion de lancer une idée et en finir avec une question. Le père fondateur de l'Union européenne a lancé le projet de l'Union européenne par la communauté du charbon et de l'acier. La Méditerranée orientale est offerte pour la création d'un conseil de coopération, pas de co-gestion, mais de coopération, un certain OPEC de cette région spécifique, avec la participation de la Grèce, de la Turquie, de Chypre, de Syrie, du Liban, d'Israël, de la Palestine à cause de la bande de Gaza et de l'Égypte. Et la question que je me pose est la suivante. Ces pays riverains
vont-ils attendre pour la résolution de leurs problèmes politiques respectifs avant de réaliser cette idée? Ou vont-ils agir comme les pères fondateurs de l'Union européenne pour procéder avec cette idée qui pourrait faciliter et ouvrir la voie pour la résolution de leurs problèmes? Excellent, je voudrais vous remercier, mais vous féliciter pour cet exposé brillantissime. Et je ne peux pas m'empêcher, personnellement, donc, de vous poser peut-être une ou deux questions, et je vais peut-être donner la parole à l'assistant si vous avez une ou deux questions à poser, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, après avoir cette explication qui est poussée, cette véritable conclusion sur ce séminaire, de se poser une question sur l'avenir de l'Union européenne, compte tenu de ce que vous venez d'évoquer, ce changement, ce bouleversement au niveau des différentes puissances, en particulier la Russie qui entre en jeu, mais également, je pense également un peu à l'Iran, l'influence donc de l'Iran, avec, quand on a parlé donc du Liban, et justement où se trouve dans ce cas-là l'Union européenne dans tout cela. Oui, justement, la question de l'Iran est une grande préoccupation pour l'Union européenne, tout particulièrement à cause des préparations de l'Iran pour acquérir l'arme nucléaire à travers les recherches sur l'enrichissement de l'uranium qui sont en train de préparer. Et bien sûr, quand on a des dirigeants iraniens avec une rhétorique l'extermination d'État d'Israël et je ne sais pas quoi, on comprend bien que c'est très dangereux d'avoir une arme nucléaire dans les mains de l'Iran. De l'autre côté, on a constaté dans des pays comme le Liban qu'il y a eu des guerres par proxy, comme on l'appelle. C'était finalement un conflit entre l'Iran et les États-Unis, et par personne interposée, c'était le Hezbollah et Israël. Ce qui est totalement injuste pour un petit pays comme le Liban, qui a subi les conséquences d'une guerre qu'il ne voulait jamais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que l'Union européenne doit continuer la politique des sanctions, comme elle l'a fait avec les États-Unis, parce que c'est montré maintenant que les sanctions ont commencé à se faire sentir d'une manière, à se faire sentir en Iran. Et je trouve qu'il y en a des signaux maintenant, de volonté peut-être sur pour parler de 3+3, à aboutir à une solution pacifique, diplomatique de cette question. Personne ne compte le droit de l'Iran d'utiliser l'énergie nucléaire de faire pacifique, médicale, énergétique et autres. Personne ne contre cela. Ce qu'on est contre, c'est d'acquérir l'arme nucléaire, et c'est tout. C'est tout finalement. Mais il y a les suspects de part et d'autre, et ceci nous amène à des impasses. Avec la Russie. La Russie. Avant de finir avec l'Iran, je vais dire quelque chose qui concerne la région. Moi, je n'ai jamais, quand l'Iran était un pays pacifique, je n'ai jamais vu avec un mal d'œil l'Iran, dès qu'il n'exportait pas sa révolution, etc. Mais auparavant, parce que c'était bon d'avoir une balance de puissance dans la région, de puissance locale. Il ne veut pas que la Turquie devienne les policiers de la région. La même chose avec la Russie. Je crois que Chypre doit continuer sa politique de bonnes relations
avec tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Chypre a de bonnes relations avec la Russie pour des raisons culturelles, historiques, un certain nombre de raisons. Et je crois que ces relations doivent continuer. Je crois que aussi Chypre et la Russie voient avec sympathie l'histoire de gisement du gaz naturel de l'Est Méditerranée. Pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, finalement, il y a eu des contrats qui accordent des terrains dans la mer pour l'exploitation du gaz naturel. Tout d'abord, c'était Total. Un des terrains a été doté à Total. Un deuxième terrain à Total avec comme partenaire junior une compagnie succursale de Gazprom. Puis Seleni, l'italienne, la compagnie italienne. Et puis Seleni en association avec une compagnie sud-coréenne. Donc, et le premier gisement, c'est-à-dire celui qui a été déjà confirmé, c'est une compagnie américano-israélienne. Donc, je crois que ce que je vous ai dit à propos des gisements énergétiques, c'est-à-dire que ces gisements seront vraiment des gisements européens. Avez-vous une question particulière à poser relativement? Voilà, donc je tenais donc à vous remercier encore une fois, monsieur le député.